Bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Si vous pouvez mettre un petit message dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présent à ce nouveau webinaire empirique sur le SIA et les social ads, comment piloter ses campagnes Google et Facebook Ads à partir de la donnée. Donc, je suis Donald Cherpin, je suis le dirigeant et directeur conseil d'Empirique et je serai accompagné de Lucille Chauvy, qui est consultante senior et responsable du pôle SIA chez Empirique. On est ensemble pour une heure. Le sujet est assez vaste. On a pas mal de choses à vous dire. On va essayer de rentrer dans le timing. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié dans le chat, donc sur le côté, et les questions et vous avez la possibilité en tant que spectateur de voter pour les questions les plus intéressantes et les questions qui seront les plus plébiscitées. Nous y répondrons en priorité, mais si on a le temps, évidemment, on répondra à l'ensemble des questions. Alors, rapidement en termes d'agenda, on va vous faire une très rapide présentation d'Empirique. L'idée étant ensuite de vous présenter les enjeux SEA, là aussi une entrée en matière assez rapide, et ensuite de pouvoir rentrer dans la problématique, donc comment exploiter la donnée pour piloter la performance de ces campagnes. Et ensuite, l'idée, c'est de vous montrer des cas d'usage concrets Google et Facebook Ads. Alors, les objectifs de ce webinaire, l'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser à l'intérêt de s'appuyer sur la donnée pour piloter ces campagnes Google et Facebook Ads. La nécessité aussi de prendre en compte les biais techniques existants et qui altèrent la fiabilité des données. La pertinence aussi de développer une démarche empirique, sans mauvais jeu de mots, se basant sur la réconciliation de sources de données hétérogènes. Et plus globalement, l'idée, c'est de vous présenter la démarche analytique qui doit vous permettre de faciliter la prise de décision quand vous pilotez des campagnes. Ce qu'on ne va pas aborder, c'est les critères de performance des campagnes paid et les méthodes d'optimisation de campagne. Je dirais que c'est la phase suivante de ce webinaire. C'est une fois qu'on a analysé les données, défini les axes et les prises de décision à avoir, on déploie les actions d'optimisation. Alors, rapidement, Empirique, donc nous sommes une agence de marketing digital. On milite pour une meilleure performance digitale, c'est-à-dire que on est souvent dans des logiques au niveau marketing, au niveau digital, des logiques de faire plus, d'audience, de chiffre d'affaires, de leads. On comprend ces objectifs, mais pour les atteindre, on pense qu'il est aussi plus pertinent de faire mieux. Donc faire mieux, c'est mieux piloter, améliorer la prise de décision, mieux maîtriser, c'est mieux investir et au préalable, évidemment, mieux connaître, d'enrichir la connaissance de ses clients. Et donc le dénominateur commun de cette logique du faire mieux, c'est d'exploiter le potentiel de ces données qui doivent permettre, dans le cadre par exemple d'une campagne Google Ads, de mieux comprendre quels sont les profils de ces audiences et, in fine, de mieux piloter, de mieux investir ces budgets publicitaires dans un contexte, on va le dire, aussi lié au Covid où les budgets publicitaires peuvent se raréfier. On a un positionnement très data et on intervient sur toute la chaîne de valeur de la donnée, la phase de collecte, de construction de son capital data, en termes de choix d'outils, déploiement de solutions analytics, création de tableaux de bord, développement aussi, exploitation d'outils maison. On a aujourd'hui développé des outils qui ne collectent pas de la donnée, mais qui vont réconcilier ces sources de données et y appliquer potentiellement de l'intelligence, du scoring, du machine learning, pour pouvoir faciliter la prise de décision. Une fois qu'on a construit son capital données, on va faire parler ces données. Donc l'idée, c'est d'analyser ces données en termes de parcours client, d'audit de performance de ces canaux d'acquisition, d'exploiter les méthodes de data science pour analyser par exemple la corrélation ou la régression entre plusieurs indicateurs,
et également travailler sur des logiques d'attribution pour améliorer ces investissements. Une fois qu'on a fait parler ces données, on va pouvoir activer les leviers web marketing, les principaux étant les leviers SEO, SIA, Social Ads ou A/B Test. La phase suivante, c'est de transférer la compétence, de former nos clients à l'exploitation de la donnée en interne. On pense qu'aujourd'hui, la donnée est trop une affaire de spécialistes, d'experts comme nous sommes, et que la donnée doit se rapprocher des utilisateurs métiers, être démocratisée auprès, par exemple, des chefs de produits marketing, auprès de rédacteurs, de community managers qui doivent être en capacité d'exploiter ces données, de la recontextualiser par rapport à un environnement métier qu'ils vont maîtriser pour ensuite pouvoir en tirer un certain nombre de décisions. Aujourd'hui est le dernier cycle, le dernier webinar de notre cycle From Data to Action qu'on avait inauguré fin mai, dont l'objectif de ce cycle de webinaire était de montrer toute la pertinence d'exploiter la donnée dans le contexte de crise que nous vivons, justement pour atteindre, pour aller dans le sens de faire mieux. Donc, on a abordé tout un tas de thématiques, la nécessité de reconstituer, de relocaliser peut-être son écosystème data avec des solutions françaises, la problématique de la raréfaction de la donnée que l'on va en partie aborder aujourd'hui parce qu'elle impacte les campagnes SIA, la pertinence d'utiliser la donnée dans un contexte de crise pour notamment détecter les changements de comportement. On parle beaucoup de ce monde d'après, on parle beaucoup de changements de comportement. Et la donnée digitale, les données de requêtes qui sont faites sur les moteurs de recherche peuvent être très utiles pour analyser les changements de comportement. Et on avait fait ces dernières semaines 2 webinaires appliqués métiers autour de l'exploitation de la donnée sur les stratégies de contenu et SEO et dans le cadre des projets de refonte. Donc tous ces webinaires sont encore accessibles en replay. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous souhaitez continuer à découvrir ce monde passionnant de la donnée et les cas d'application possibles qui sont quasiment infinis au niveau digital mais aussi au niveau marketing. Alors, je vais laisser la parole à Lucie qui va vous parler des enjeux SIA que nous rencontrons aujourd'hui par rapport notamment à cette crise du Covid-19. Alors, avant tout, le SEA et les social ads sont vraiment à considérer comme des leviers d'acquisition à part entière dans une stratégie web marketing. Ils vont vraiment intervenir en complémentarité avec les leviers naturels pour remplir là aussi de la même manière des objectifs de notoriété, d'acquisition de trafic, d'acquisition de leads. Donc, ce sont vraiment de véritables maillons de la chaîne à prendre en compte dans une stratégie web marketing globale. Ce maillon de la chaîne a été fortement impacté, sans surprise, par la crise liée au Covid-19. On a pu constater déjà effectivement une baisse globale des investissements publicitaires. En France, sur l'année 2020, c'est estimé à moins 18% de la baisse d'investissement publicitaire plurimédia. En ce qui concerne le digital, on mise sur une croissance modérée inférieure à 1%. Donc c'est vrai qu'effectivement, la crise et les incertitudes ont fait que, on a impacté à la baisse les investissements publicitaires. Donc non seulement on les a diminués, mais on les a redistribués et on les a priorisés en fonction des objectifs et des plateformes. Ce qu'on peut voir effectivement pendant cette crise, c'est que les budgets ont été recentrés majoritairement sur le social ads, sur la vidéo et sur une moindre mesure sur la partie search. Donc effectivement, non seulement on a une baisse des budgets qui ont été distribués différemment, et en plus on a eu des impacts marchés, notamment sur les CPC, en fonction des acteurs qui allaient enchérir. On a eu par exemple une augmentation considérable des CPC sur toutes les thématiques de la formation en ligne à distance, alors qu'en parallèle, on a eu, quand on a eu un acteur majeur comme Amazon qui s'est retiré temporairement, effectivement, en termes d'investissement, eh bien, ça a fait diminuer les CPC sur certains secteurs, notamment autour de l'e-commerce. Donc, on a en fait vraiment cette fragilité et ces modifications qu'a subi le levier par rapport à la crise.
Impact, effectivement, qui sont à considérer de façon différente selon les secteurs. Là, effectivement, par rapport au B2C, où on sait vraiment, en fait, le levier a dû se caler sur les opportunités de croissance pour certains secteurs, mais au contraire des secteurs menacés, selon des habitudes de consommation et de vie qui ont été profondément modifiées pendant la période de confinement. Et un point à prendre en compte, qui pour le coup est valable hors Covid également, c'est que, à proprement parler, on a un parcours de conversion qui va être complexe, avec des points d'entrée multiples, des devices utilisés multiples. Donc, on a un intérêt, effectivement, un véritable enjeu de visualisation de ce parcours. Pour vous donner une idée, dans l'e-tourisme en France, en moyenne, un internaute, avant de réserver son séjour, va consulter environ 8 sites. Et sa durée moyenne, effectivement, de parcours d'achat, de processus de décision, va approcher les 60 jours. Et on est effectivement vraiment sur un usage multi-device avec une interaction desktop, mobile et tablette, que ce soit dans la partie effectivement de recherche à l'aboutissement de la transaction. Donc effectivement, on a vraiment ces enjeux qui viennent poser les sujets et des axes de réflexion autour du traitement de la donnée dans le pilotage des campagnes et de la performance. Alors, merci Lucille pour cette entrée en matière. Donc, on voit le contexte auquel nous sommes confrontés. On a une baisse des investissements publicitaires, des CPC qui peuvent être aléatoires et fluctuants en fonction du secteur d'activité. Et on a quelque chose, un constat et un phénomène qui n'est pas propre au Covid, comme l'a dit Lucille, mais c'est la complexité des parcours d'achat. Comme on l'a vu, qui vont être multi-canaux, multi-device, multi-comportementaux, parce que dans certains cas, on va cliquer sur une annonce et dans certains cas, on va aussi uniquement visualiser une audience publicitaire qui n'est pas forcément facilement mesurée en termes de comportement côté des solutions analytiques. Donc, à partir de là, comment on peut, pourquoi il faut faire appel à la donnée, comment on peut l'exploiter pour le pilotage de ces campagnes. Alors déjà, premier élément, pourquoi faire appel à la donnée? Déjà, pour qu'on puisse, évidemment, pour des questions financières, piloter des campagnes en fonction de la réalité économique d'une entreprise. Quand je parle de la réalité économique d'une entreprise, c'est, la plupart du temps, une entreprise, un annonceur va définir un budget média d'acquisition, 20 000, 50 000, 100 000, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et quand on va rentrer, donc ce budget d'acquisition média va être réparti souvent par typologie de campagne qui vont correspondre à des types de produits que vous vendez sur un site e-commerce, c'est les grandes catégories, ou à des types de services. L'idée, quand je parle de réalité économique, c'est que le coût d'acquisition d'un client ou d'une commande sur un site e-commerce, sur une catégorie de produits sur un site e-commerce, doit être pertinent par rapport à la rentabilité d'une entreprise. Si je vends sur mon site, par exemple, des mugs dont le panier moyen est de 15 euros, évidemment, je ne peux pas investir plus de 15 euros pour acquérir un nouveau client. Idéalement, d'avoir un coût d'acquisition qui soit à minima de 2-3 euros, enfin un maxima de 2-3 euros, et qui correspondent à des logiques de rentabilité. Donc la première logique, c'est des questions de rentabilité économique. La deuxième logique est liée à l'amélioration de la connaissance client-prospect, parce que grâce aux données, on va mieux comprendre quels sont les comportements de ces audiences. Donc avec une logique de rentabilité, parce qu'on va pouvoir mieux investir, mais aussi une logique de connaissance, d'amélioration de la connaissance de ces clients prospects qui peuvent être utiles d'un point de vue macro et d'un point de vue marketing. Un préalable à une démarche de pilotage de campagne orientée data, c'est de définir des objectifs. Et notamment, on va parler de coûts d'acquisition, soit prospect, par exemple sur un site dont l'objectif est de générer des leads, on ne peut pas raisonner par un coût d'acquisition client, et un site e-commerce, pour le coup, sera plus simple, on peut aller sur des coûts d'acquisition client. Et ces deux logiques, ces définitions des objectifs, elles doivent provenir
de l'entreprise. Elles peuvent provenir du service comptable, du service de contrôle de gestion, mais pour que la définition de coût d'acquisition puisse être faite par catégorie de produits en fonction des objectifs de rentabilité. Si je prends l'exemple d'un prospect, on sait que globalement, un client, sur la définition d'un coût d'acquisition prospect, un client va en général avoir un panier moyen de 1 000 euros. Moi, en tant qu'entreprise, je suis capable, parce que, par exemple, on est sur un produit sur lequel on a des marges importantes, on peut donner l'information qu'un objectif d'investissement est au maximum à positionner à 25%. Donc, ça veut dire que, alors désolé, il y a une énorme connerie dans le. J'ai fait une petite erreur. Normalement, là, il est indiqué un CPA client à 400 euros. Non, le CPA client doit être au maximum de fait à 250 euros. Si je sais que j'ai un taux de conversion prospect client en moyenne de 20%, c'est-à-dire il me faut 5 prospects pour convertir un client, je vais diviser les 250 euros par 5 et donc du coup arriver à un CPA final de 50 euros. Donc je m'excuse pour l'erreur, j'ai un problème d'addition, enfin non de division plutôt. On est capable du coup de déterminer ce CPA prospect in fine à 50 euros. Donc une fois que j'ai cette donnée-là, je serai capable de piloter mes campagnes à partir de cet objectif-là. Mais nous, en tant qu'agence qui pilotons des campagnes régulièrement, on commence nos missions par ce recueil d'objectifs et la plupart du temps, c'est une donnée qui est fournie par le client en fonction de la réalité économique de ces objectifs de rentabilité. Sur des notions de coût d'acquisition client, là, c'est plus simple parce que la conversion, la transformation va se faire en ligne. Et là, je vais introduire une notion supplémentaire, c'est la notion de lifetime value, de valeur client dans le temps. C'est-à-dire que si on reprend cet exemple, on a un panier moyen à 100 euros, on a un objectif d'investissement à 10%. Donc, du coup, ça veut dire que normalement, mon objectif de coût d'acquisition devrait être au maximum de 10 euros. Mais ça, c'est un objectif de coût d'acquisition au maximum de 10 euros si on était sur un achat one-shot. Si en réalité, dans le temps, le client va en moyenne réacheter 2 fois avec un panier moyen de 100 euros, ça fait qu'on a une valeur globale à 300 euros. Hein, la première commande à 100 euros et ensuite les 2 réachats dans le temps qui est à 300 euros. Donc au final, on est capable de se dire, on ne fait pas un coût, le coût d'acquisition, il n'est pas sur une commande one shot, il est bien sur un chiffre d'affaires global sur une valeur client. Donc on est capable de dégrader ce coût d'acquisition et de le monter de 10 à 30 euros parce qu'il prend en compte l'ensemble du chiffre d'affaires que va rapporter ce client sur toute sa durée de vie. Donc ça, c'est un point de départ. Ces méthodes de calcul de coût d'acquisition prospect client qu'on va être capable de donner au global, mais idéalement, il vaut mieux l'avoir par catégorie de produits, par pays, en fonction à chaque fois des objectifs de rentabilité. Et ça, c'est un point de départ à partir duquel on sera capable de piloter les campagnes. Par rapport à ça, on a 2 grandes sources de données qui sont à disposition. On a les données qui sont fournies par les plateformes Google, Facebook Ads, donc ils vont nous donner des informations sur la visibilité, la performance de la campagne. Donc globalement, c'est voilà tout ce qui va concerner l'affichage de vos annonces, qu'elles soient sous forme de texte, sous forme de bannière ou sous forme de vidéo, qui vont vous donner voilà, tout l'ensemble de ces données. Et ensuite, on a les données analytiques, c'est-à-dire des données qui vont être fournies par les outils de mesure d'audience classiques, AT Internet ou Google Analytics, qui vont vous donner une information sur le comportement de l'internaute une fois qu'il a cliqué sur une annonce, sur une campagne, quand il est arrivé sur le site. Combien de sessions ont été générées et surtout quel est le comportement. Est-ce que l'internaute a rebondi? Est-ce qu'il il est resté longtemps sur le site? Est-ce qu'il a réalisé des micro-conversions comme téléchargement d'un document ou d'un PDF? Et surtout, in fine, est-ce qu'il a converti et augmenté le chiffre d'affaires? Donc là, c'est les sources de données qui sont à disposition pour prendre des décisions. Les décisions derrière qu'on doit prendre à partir de ces données, elles sont pour nous triples d'un point de vue stratégique. Déjà, c'est piloter son budget média, donc d'être capable de mieux répartir les investissements entre ces plateformes
entre Google, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Microsoft, de mieux piloter en fonction des campagnes, des pays, des régions, de la saisonnalité également. Est-ce qu'on investit plus sur la période du printemps, par exemple, que sur la période de l'été, hein. Évidemment, ça va dépendre des secteurs d'activité. Et aller même jusqu'à un pilotage budgétaire extrêmement fin par jour de la semaine ou par heure. Donc ça, c'est la première décision, c'est mieux piloter, mieux investir. La deuxième la deuxième type de décision à prendre en compte, c'est mieux prioriser ces optimisations entre les plateformes, les campagnes, les annonces, les audiences, les mots-clés. On peut être confronté à des volumes de campagnes extrêmement importants et surtout multiples. Quand on va multiplier l'ensemble des plateformes, on va donc avoir énormément potentiellement d'audience, d'annonces, de mots-clés. Et donc, le pilotage par la data va permettre de prioriser les optimisations en fonction de l'impact de ces campagnes sur nos objectifs de coût d'acquisition et de rentabilité. Troisième catégorie d'action, l'optimisation d'une campagne Google ou Facebook Ads ne se limite pas à optimiser au sein des plateformes, donc ses audiences ou ses mots-clés, mais c'est aussi optimiser sa page d'atterrissage parce que dans le processus, dans l'équation, 50% de la performance pour nous se fait en dehors du site, dans la qualité des audiences qu'on va cibler, mais elle va se faire aussi dans la qualité, dans la pertinence des pages des pages d'atterrissage et de leur capacité à convertir un internaute en provenance de différentes campagnes et de différents sites, de le convertir et d'avoir le parcours qui soit le plus optimal. Donc, c'est les trois types de décisions que l'on est amené à prendre et qu'on va vous présenter au travers des cas d'usage que Lucille vous présentera tout à l'heure. Le problème de tout ça, c'est qu'on a des problèmes de fiabilité autour de la donnée qu'il faut avoir en tête. Parce que la donnée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, excusez-moi, au niveau digital, elle n'est pas toujours extrêmement fiable. Et donc, il est extrêmement important, c'est ce que je disais en introduction, d'avoir conscience des biais techniques pour piloter ces campagnes. Donc, on a une première problématique, c'est la problématique de la raréfaction de la donnée, avec les adblocks, la fin des cookies sur les navigateurs et la question du RGPD. Et ensuite, on a des écarts aussi de données et une donnée qui est silotée entre les plateformes, donc les données qui sont fournies par Google ou Facebook et les données analytics. Sur les problématiques de la raréfaction de la donnée, premier phénomène, c'est le phénomène des bloqueurs de publicité, hein, donc des extensions qui sont installées sur des navigateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est quasiment à 30% des internautes français qui utilisent un bloqueur de publicité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact? Le premier impact, c'est que tout simplement, vos publicités ne seront pas potentiellement pas diffusées auprès d'une audience cible. Et si elles réussissent à être diffusées, par exemple, on peut avoir des bloqueurs qui laissent les annonces Google Ads. On aura des difficultés, par exemple, à faire du retargeting sur le principe du retargeting, c'est qu'on va avoir une publicité qui va s'afficher quand on est en train de consulter un autre site et qui va correspondre à, par exemple, au produit que vous avez consulté sur un site e-commerce. Donc, on aura déjà cette problématique. Donc là, le préjudice, il peut être plus ou moins important aussi en fonction de l'audience. Si vous avez une audience ciblée plutôt jeune, plutôt geek, c'est une audience qui aura peut-être une proportion de bloqueurs de publicité plus importante. Et donc là, on aura des difficultés à diffuser nos publicités. Et donc, de fait, avec des bloqueurs de publicité, les bloqueurs bloquent aussi les cookies analytics. Donc, de fait, on aura des difficultés à récupérer et à collecter les données analytics. Deuxième phénomène, c'est la fin des cookies sur les navigateurs. Donc aujourd'hui, ce qui est le cas sur Safari et Firefox avec le protocole ITP, et ce qui sera le cas de Chrome d'ici 2022. Le principe aujourd'hui, c'est qu'on va avoir une suppression très rapide du cookie tiers. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je visite un site à partir de d'un même navigateur sur mon ordinateur. Je retourne sur ce site le lendemain. Donc là, l'outil va bien, le navigateur va bien reconnaître que c'est le même utilisateur. Par contre, la fenêtre d'attribution du cookie va être limitée à 24 heures. C'est-à-dire que si je reviens sur le site
le deuxième jour, le cookie tiers sera supprimé. Et donc, du coup, on va être considéré comme un nouvel utilisateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les impacts en termes de publicité, c'est notamment dans le cadre du retargeting. Je vais sur un site, je clique sur une annonce AdWords, je vais sur un site web, je consulte des produits, ensuite je vais avoir des publicités correspondantes aux produits que j'ai déjà ciblés. Le problème, c'est que là, la fenêtre d'affichage des campagnes de retargeting, elle va être limitée à un seul jour. C'est-à-dire que potentiellement, les jours suivants, on n'aura plus de fenêtres et de bannières de retargeting qui vont s'afficher parce que je vais être considéré comme un nouvel utilisateur. Donc ça, c'est une problématique qui est aussi très importante en termes de retargeting et même logique en termes analytics. Du coup, pour les outils analytics, on va être considéré comme un nouvel utilisateur alors qu'en réalité, je suis bien le même utilisateur. Donc, la question de modéliser, de représenter le parcours et notamment dans des logiques d'attribution avant la conversion, malheureusement, ne sera pas possible. Donc là, l'impact, il est important. C'est notamment la mise en place des protocoles ITP sur Safari et Firefox. C'est ce qui a expliqué le décrochage de Criteo qui a perdu, dont l'action en bourse a énormément décroché ces dernières semaines parce que tout leur modèle économique repose là-dessus. Pour l'instant, Chrome reste la perspective de la fin des cookies sur les navigateurs pour Chrome est prévue pour 2022 et Chrome reste quand même le premier navigateur en termes de part de marché. En France, on doit être à 60-70%, mais néanmoins, c'est un élément quand même qu'il faut prendre en compte. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette problématique de raréfaction de la donnée, on a animé un webinaire d'1 heure sur le sujet, donc n'hésitez pas à le voir en replay et à vous inscrire pour le voir en replay. Deuxième axe, c'est la problématique du RGPD et notamment l'application du projet de recommandation de la CNIL. Donc aujourd'hui, la CNIL a émis un projet de recommandation qui est apparu en début d'année, qui a fait l'objet d'une consultation publique et ce projet de recommandation aurait dû être adopté et les recommandations définitives auraient dû être publiées en avril, mais avec la crise du Covid, la CNIL a décidé de repousser à la rentrée et d'après les informations que l'on a, le projet serait publié a priori fin septembre. Je vais vous épargner l'ensemble des éléments qui sont aujourd'hui présents dans le projet de recommandation, mais il y a deux éléments extrêmement importants qui peuvent énormément impacter l'industrie publicitaire et l'industrie analytics. C'est la symétrie des boutons « j'accepte » et « je refuse ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les bandeaux cookies qui apparaissent sur les sites, la plupart du temps, le bouton, on a une configuration avec le bouton « j'accepte » et « je personnalise » et le bouton « je refuse » se retrouve au deuxième niveau. Là, la CNIL va probablement imposer à ce que le bouton « je refuse » soit au premier niveau et symétrique par rapport au bouton « j'accepte ». Donc là, il faut savoir que d'après les tests qui ont été faits, 80% des internautes cliquent sur « je refuse ». Donc là, les impacts, c'est qu'on n'a plus de cookies publicitaires, donc plus de retargeting et plus de cookies analytics, sauf pour des solutions analytics qui seraient exemptées de consentement, ce qui est le cas d'AT Internet et Matomo. Donc là, l'impact, il serait extrêmement important. Deuxième impact, c'est le bannissement du consentement implicite ou sous la menace. Ce qu'on a constaté notamment dans notre baromètre que je vous invite à télécharger, c'est que dans la plupart du temps, on pratique le consentement implicite sur le site. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un site et que vous scrollez dans la page ou que vous cliquez pour entrer sur une page interne, du coup, ça va être considéré comme un consentement implicite. Et donc, dans ce cas-là, du coup, les outils activent le dépôt des cookies. On est sûr et certain que là, la CNIL va interdire fin septembre, dans le cadre de son projet de recommandation, le consentement implicite ou sous la menace. Donc, c'est le principe des cookie walls où là, globalement, on vous dit si vous voulez voir le site dans des conditions normales, vous cliquez sur j'accepte. Tout ça va être probablement banni parce que c'est pas dans l'esprit du RGPD où le RGPD demande à ce que le consentement soit le fruit d'une action éclairée, explicite de la part de l'internaute. Donc là, l'impact aussi peut être potentiel. Alors pour l'instant, pas d'inquiétude. Comme le baromètre que nous avons sorti
fin mai l'a démontré. Aujourd'hui, très peu de sites, parmi les 100 sites les plus consultés en France, très peu de sites, enfin, même aucun site respecte ces deux grands principes de la symétrie des boutons et du consentement implicite. Donc, il n'y a pas d'urgence à modifier sa politique de confidentialité sur le site, mais il faut s'y préparer parce que fin septembre, nous sommes assez convaincus que ces deux dispositions vont être mises en œuvre. Autre problématique autour de la donnée, c'est les écarts. Alors ça, c'est un phénomène très courant entre les clics et les sessions. On a des clients qui nous disent « Ah, attendez, sur Google Ads, j'ai 300 clics et sur mon Google Analytics, j'ai que 200 clics. » Là, tout simplement, on est dans des logiques différentes de comptabilisation des données. Tout simplement, une session au niveau Analytics, si vous retournez plusieurs fois sur un site dans un espace de 30 minutes, on va considérer ça comme une session. Donc, si vous cliquez 2 ou 3 fois ou même plus sur des campagnes Google Ads, des campagnes de retargeting et que vous arrivez sur le site, vous aurez autant de clics correspondant au nombre de clics que vous avez effectués. Par contre, vous aurez potentiellement qu'une seule session et c'est le cas du parcours du haut parce qu'on est dans un intervalle de 30 minutes. Ensuite, sur la question de l'attribution des conversions. Ça, c'est une vraie problématique aussi. C'est-à-dire que très souvent, on a des clients qui nous disent « Attendez, non, moi, dans mes plateformes, j'ai 250 conversions et puis par contre, au niveau analytique, j'en ai que 120. » Tout simplement, ce qui va se passer, c'est que les plateformes vont vous inciter à installer un pixel sur la page, par exemple, de confirmation d'achat sur un site e-commerce. Et donc, l'installation de ce pixel va vous permettre de faire du retargeting, va vous permettre de faire du ciblage d'audience et aussi va vous permettre de mesurer les conversions. Sauf qu'en fait, chaque plateforme va revendiquer une conversion, mais il est possible aussi que dans un même parcours, un internaute soit exposé à la fois à une campagne Google Ads et à la fois à une campagne Facebook Ads. Et là, c'est là l'exemple que l'on a sur ce slide. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir en réalité une seule conversion sur le site. On a eu une seule commande, une seule demande de devis. Alors, et donc, au niveau analytique, avoir une donnée juste. Par contre, chaque plateforme, si elle intervient dans le même parcours, va revendiquer une conversion. Donc là-dessus, on est sur des logiques qui sont extrêmement différentes et qu'il faut prendre en compte parce que si on se retrouve uniquement avec les conversions plateformes, on va avoir une vue complètement biaisée. Donc les impacts de tout ça et les risques, tout simplement, on peut se retrouver avec un retargeting qui est pas du tout maîtrisé, des données analytiques qui sont faussées et une mesure des coûts d'acquisition qui est complètement erronée. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Déjà, une première logique, c'est la question de l'attribution. L'attribution, c'est quelque part être en capacité de restituer l'ensemble du parcours entre les différents leviers pour ensuite, à partir de modèles d'attribution, modèles linéaires, modèles en U, modèles algorithmiques, tout simplement être capable de mesurer de façon extrêmement fine le ROI de chacun des canaux. Du coup, on sait par exemple que si Google et Facebook Ads ont généré une conversion, par exemple, si on prend le modèle linéaire qui est le modèle le plus simple, si ils ont généré une commande de 100 euros, et que Google et Facebook sont dans le parcours, on va donner pour chacun de ces leviers 50 euros de commande finale. Et donc, du coup, ce chiffre d'affaires, si on le remet en perspective de l'investissement, on saura assez facilement mesurer le ROI. La problématique de l'attribution et de ce modèle-là, c'est que sur le papier, c'est extrêmement séduisant parce que à partir de données qui seraient extrêmement fiables, du coup, il serait très simple derrière d'investir sur les modèles qui sont qui génèrent le plus de ROI et les campagnes qui génèrent le plus de ROI et forcément de sous-investir sur les campagnes qui génèrent un investissement qui est le plus faible. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça est un mirage. Vouloir piloter ces campagnes selon des logiques d'attribution peut même nous amener à prendre des décisions qui seraient contraires à la réalité. Voilà la référence du coup à Jean-Michel Contraire, parce qu'on a énormément de biais. On a le biais du cross-device, qui fait que techniquement, c'est quasiment impossible
recentrer l'ensemble du parcours. On a le biais, je l'ai dit, de l'ITP, du RGPD, des bloqueurs de publicité. Et puis, on a aussi le biais, comme Lucie l'a montré tout à l'heure, que dans certains cas, on ne clique pas sur une publicité et on la visualise. Et donc, il est extrêmement compliqué de pouvoir démontrer l'impact de ces campagnes en termes de performance. Donc, du coup, comment on peut faire par rapport à ça? Première logique, c'est le Graal absolu, c'est d'avoir un maximum de données loguées. Parce que la donnée loguée, donc c'est le fait qu'un internaute se logue à un compte client, va nous permettre, et idéalement de se loguer à un compte client sur plusieurs devices, va nous permettre de façon extrêmement fiable de pouvoir être capable de voir quels sont notamment les comportements cross-device. Alors, dans les faits, c'est très bien. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Alors, on peut mettre en place toutes les techniques de nudge marketing pour essayer d'inciter les internautes à se loguer sur le site, à s'inscrire à une newsletter, à créer un compte client comme on le voit dans le copie d'écran, la copie d'écran du bas, pour avant de sortir d'un site. Mais sauf que dans les faits, la donnée loguée n'est pas Amazon ou vente privée qui veut. La donnée loguée, elle va se limiter souvent à des clients existants qui vont représenter au maximum 20 à 30% de votre audience. Et donc, le comportement de vos clients n'est pas représentatif du comportement général de votre audience et notamment de vos prospects. Et donc, du coup, c'est pas toujours, on peut pas en tirer statistiquement des interprétations qui soient extrêmement fiables. Donc ça, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, c'est que favoriser la création d'un compte client pour avoir une donnée loguée se heurte aussi à des problématiques RGPD qui sont pas toujours évidentes à avoir sur un site. Du coup, par rapport à ça, pour nous, il est important, on aimerait bien évidemment être en capacité de raccrocher chacun des parcours par rapport à une logique de chiffre d'affaires, une logique de demande de devis, donc la réalisation du but attendu. Sauf que dans les faits, c'est compliqué et plus votre produit va être coûteux sur un site e-commerce, plus le parcours d'achat va être complexe. C'est ce que Lucie a illustré tout à l'heure. Donc, évidemment, il est intéressant d'être sur cette logique de vouloir mesurer la performance d'un canal par rapport au but attendu, mais c'est pas toujours possible, c'est pas toujours suffisant. Donc, dans ce cas-là, pour nous, il faut avoir développé une approche de micro-parcours, c'est-à-dire se dire, quand un internaute arrive sur le site, s'il ne convertit pas directement, on va quand même essayer de récupérer de la donnée qui nous permet de démontrer si notre investissement sur les campagnes d'acquisition est quand même performant et qu'il génère des comportements qualifiés. Donc, c'est pour ça que le premier intérêt, c'est d'essayer d'embaser l'audience par la création de compte, l'inscription à une newsletter, le téléchargement d'un document. Mais ça, c'est pas toujours possible. Et donc, c'est pour ça que dans certains cas, il faut aussi analyser la qualité de la visite. Donc, évidemment, le taux de rebond, mais aussi sur une page qui va avoir du contenu, ce qu'on appelle le taux de scroll, dans quelle mesure les internautes vont peut-être rebondir parce qu'ils ne vont pas consulter d'autres pages sur le site, mais dans quelle mesure ils vont quand même consulter du contenu sur la page, à quel moment ils vont s'arrêter dans la consultation de la page. Donc, cette approche micro-parcours, elle est pertinente. Elle ne permet pas d'aller au grade de l'attribution et du ROI, mais elle permet quand même d'avoir une information sur la performance de ces campagnes. Donc, pour ça, du coup, il est nécessaire de réconcilier les données, plateforme, analytics, et ça peut être également des données internes qu'on va normaliser, centraliser, qu'on peut visualiser. Alors, on peut les visualiser dans les tableaux de bord Google Data Studio classiques, mais on peut aussi les visualiser dans des outils internes qui vont nous notamment permettre de faire de la data science, du machine learning et permettre de recalculer un certain nombre de coûts d'acquisition. Parce que comme je vous le donnais en introduction, si vous vous basez sur les coûts d'acquisition plateforme, vous allez avoir des coûts d'acquisition qui sont erronés dans la mesure où chaque plateforme va revendiquer une conversion, quelle qu'elle soit sa place dans le parcours d'achat. Et vous pouvez avoir du coup le cas où deux campagnes sont dans le même parcours, deux supports, deux plateformes, et donc avoir des coûts d'acquisition qui sont erronés. Donc là, je vous présente des exemples de tableaux de bord. Lucille rentrera un peu plus dans le détail, mais à chaque fois, nous, on a une double logique. On a une logique du haut où on va présenter pour chacune de nos plateformes
quels sont les objectifs de coût d'acquisition et l'atteinte de ces objectifs de coût d'acquisition par rapport à nos objectifs, quels sont les écarts. Donc, on est purement sur des indicateurs business, d'objectifs de coût d'acquisition, d'objectifs de lead, d'objectifs de chiffre d'affaires et également d'objectifs de budget et de dépenses. Et ensuite, on va rentrer dans une analyse plus technique. On va récupérer de la donnée plateforme et aussi de la donnée comportementale sur le site avec des données de micro-parcours. Tout ça, on va pouvoir le visualiser de façon très riche dans un outil comme Google Data Studio avec des histogrammes, avec des barres verticales pour faciliter la visualisation et l'identification des données des campagnes à booster. Dans les logiques de réconciliation, notamment pour les sites B2B ou les sites B2C dont la finalité et le but est de générer des leads, quelque part, on peut générer des leads sur des campagnes Google ou Facebook Ads, c'est-à-dire super, on génère des leads, mais en fait, se rendre compte que c'est des leads de mauvaise qualité. Par exemple, sur un salon, on va se rendre compte que des gens, certes, s'inscrivent mais ne viennent pas sur le salon. Donc, c'est des gens qui, du coup, sont de mauvaise qualité et des prospects qui sont de mauvaise qualité, ce sont pas des gens de mauvaise qualité. Dans le cadre d'une négociation commerciale, se rendre compte que une campagne génère des leads, mais des leads qui derrière ne vont pas forcément convertir. Donc là, il peut être intéressant de câbler le CRM et les données analytics pour pouvoir avoir reconstitué l'ensemble du parcours qui permettra, in fine, de mesurer le CPA réel client de ces campagnes Google Ads et au final se dire si l'investissement initial est pertinent, non pas dans une logique de génération de prospects, dans une logique de génération de clients. Autre possibilité, je vais passer assez vite parce que je suis déjà en retard sur ma partie et Lucille est en train de s'impatienter. Je suis désolé, j'accélère, il ne me reste plus que 3 slides. On peut aussi, dans certains cas, faire des analyses de corrélation, des analyses de régression. Tout simplement, on n'aura pas toujours la possibilité de mesurer l'impact d'une campagne en termes de clics parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans certains cas, des campagnes vont générer uniquement de la visibilité, de la vue, et c'est-à-dire que l'internaute va voir vos campagnes, mais ne va pas forcément cliquer. Donc, d'un point de vue analytique, c'est pas forcément très facile de mesurer l'impact. Donc, des analyses de corrélation, et c'est notamment ce qui est fait sur des campagnes de pub TV pour voir l'impact digital. C'est-à-dire qu'on va récupérer par exemple, les données de diffusion des campagnes télé et voir l'impact en termes d'accès direct. Donc, des gens qui vont saisir l'URL d'un site web dans leur navigateur. On peut avoir la même démarche pour les posts LinkedIn. Là, on va voir quel est l'impact de l'amélioration de vos posts LinkedIn Ads en termes d'impression et de visibilité et voir s'il y a eu un impact en termes d'accès direct sur le site. C'est-à-dire que plus vous avez été visible, plus vous avez eu des impressions importantes au sein de LinkedIn, quelque part, plus la visibilité de votre audience a été forte. Je vous donne aussi également un élément qui pour moi est important, c'est que on a des cas. Aujourd'hui, la problématique de Facebook et de Google Ads, c'est que ce sont des outils qui sont capables d'avoir une réconciliation cross-device. Tout simplement parce que grâce à l'installation de son compte Facebook sur son navigateur, sur son ordinateur et sur son smartphone, la même chose avec un compte Google, Google et Facebook sont capables de réconcilier des parcours cross-device. Donc, c'est les seuls à pouvoir le faire et c'est pour ça que la donnée plateforme est une donnée intéressante pour apprécier la performance d'une campagne. Il n'empêche qu'il y a eu aussi des scandales de surévaluation des audiences publicitaires. Là, on le voit avec cet exemple où Facebook a été condamné pour avoir surévalué les audiences publicitaires de vidéos en termes de portée. Il est peut-être pas nécessaire et il faut peut-être aussi avoir en tête qu'il pourrait être pertinent de confier aussi la mesure analytics à un tiers de confiance qui n'est pas en position de juger partie. Il y a aujourd'hui des annonceurs qui n'acceptent pas que Google, à la fois, soit le principal canal d'investissement publicitaire au travers de Google Ads et que ce soit la même entité qui mesure l'impact de ces campagnes en termes de rentabilité d'investissement publicitaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des annonceurs qui font appel à des tiers qui vont pouvoir, du coup, challenger la donnée analytics ou la donnée plateforme et pouvoir avoir des éléments de négociation
et des éléments de discussion avec les plateformes et les régies publicitaires, avec une donnée fiable et surtout objective et indépendante. Donc, en synthèse, un projet data pour une mission SEA sur lequel nous, on peut vous accompagner va se dérouler en 4 étapes. Une phase d'analyse du contexte, on va définir les objectifs de coûts d'acquisition au global et par catégorie de produits. Auditer les données en termes de confiance, hein, c'est-à-dire que quel est l'impact quelle est la complexité du customer journey, quel est l'impact du cross-device, et en fonction, voir dans quelle mesure les données plateformes ou les données analytiques peuvent être utiles. Définir des micro-conversions pour mesurer la performance, l'impact d'une campagne, non pas sur des objectifs de conversion globale. Ensuite, il y a toute une phase analytics, tableau de bord, où on va paramétrer les outils et les tableaux de bord pour avoir des outils qui soient fiables. Et ensuite, on va pouvoir mesurer l'impact des campagnes, définir et prioriser les actions d'optimisation et au final, ajuster les objectifs de CPA. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on peut vous apporter sur l'ensemble et sur les principales plateformes publicitaires qui existent au niveau digital. Je te laisse la parole, Lucille, sur les cas d'usage possibles sur Google et Facebook. Allez. Alors, effectivement, quelques cas d'usage qui vont venir illustrer les décisions stratégiques qu'on peut prendre tout au long de la vie d'une campagne autour de la dimension budgétaire, des optimisations plateforme et des optimisations on-site au niveau des landing pages. Donc, pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit glossaire très rapide sur les indicateurs qu'on va passer en revue et qu'on va analyser. Je pense que ceux de gauche sont largement maîtrisés. Je voulais simplement revenir sur ceux de droite qui sont des indicateurs plateforme, notamment la répétition, qu'on verra tout à l'heure, qui est en fait le nombre de fois où la personne a vu la publicité. Et puis 2 indicateurs au niveau de Google Ads, le taux d'impression perdu en raison du budget, qui est en gros effectivement la part d'impression que l'on perd parce qu'on n'a pas le budget suffisant pour être présent à 100%, et le pourcentage d'impression en première position, qui est en fait le pourcentage des annonces qui sont diffusées au-dessus des résultats de recherche naturelle. Donc, qui permet de compenser, entre autres, la disparition de l'indicateur de la position moyenne. Premier cas, autour de Google Ads, sur cette notion de priorisation de budget. Tout l'enjeu va être de savoir ventiler les budgets entre eux, effectivement, là, on a un cas Google Ads, Facebook Ads, de ventiler les budgets selon les plateformes par rapport à l'objectif et à la performance des campagnes effectives. Donc, en gros, on va avoir un compte Google Ads, un compte Facebook Ads, chacun avec une campagne et un objectif de CPA et de chiffre d'affaires. On va diffuser sur un mois et on a une structure qui est très simple, une campagne, un groupe d'annonces ou une campagne, un ensemble de publicités. Point sur les objectifs. Je vois effectivement que j'ai des performances qui sont différentes entre mes 2 plateformes. Sur Google Ads, je vais rentrer dans mon objectif de CPA, puisqu'effectivement, je vais même faire 10 € de moins par rapport à ce que j'ai fixé. Par contre, par rapport au lead, je ne suis pas au rendez-vous. Idem par rapport au chiffre d'affaires et je ne dépense pas tout mon budget. Sur Facebook Ads, je vais avoir au contraire un objectif de CPA qui n'est pas atteint, je suis au-dessus. Par contre, je remplis mon objectif de lead, mon objectif de chiffre d'affaires et je dépense tout mon budget. Pour comprendre effectivement d'où viennent ces chiffres, on va rentrer au cœur des campagnes avec les statistiques en comparaison entre Google Ads et Facebook Ads. Sur ici, ce que je peux voir, c'est qu'en tout cas, sur les 2 campagnes, j'ai une captation qui est intéressante. J'ai un taux de clic qui est correct et qui est globalement identique entre les 2 plateformes. Là où j'ai une variante, ça va être… C'est le CTR, je précise. Oui, pardon, tout à fait. Là où je vais avoir une variante, ça va être au niveau de la qualité du trafic capté. Je me rends compte qu'elle est bien meilleure sur Google Ads. J'ai un taux de rebond. Alors, elle n'est pas forcément mauvaise sur Facebook, mais elle est meilleure en tout cas sur Google, avec un taux de rebond qui est à 34% et un taux de conversion qui est nettement supérieur à ma campagne Facebook. Donc, a priori, même si effectivement ma campagne Google Ads ne remplit pas tous ses objectifs, elle a une performance qui est intéressante. Et en plus, elle va présenter des marges de manœuvre, des marges de progression. Et là, ce sont les indicateurs de taux d'impression perdu en raison du budget et d'impression en première position qui vont me le donner.
je vois effectivement que ma campagne, sa diffusion, elle est limitée parce que il me manque du budget. Donc, effectivement, elle n'est pas à plein potentiel, à son plein potentiel. Et idem, en fait, en termes de position de mes annonces, on peut faire mieux puisque j'apparais dans le haut, dans mes annonces premium, plus dans 78% des cas. Donc, à partir de ces éléments-là, on va essayer de dérouler des pistes de réflexion qui vont mener à des actions d'optimisation. Donc, comment je vais pouvoir adapter mes budgets? Je parle, comme je vous l'ai dit, du principe. Mon CTR est correct, très bien, pour les deux plateformes. Du coup, je vais aller voir ce qui se passe sur la conversion. Je vois effectivement que ma transformation, ma qualité de trafic, elle est meilleure sur Google Ads. Donc, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit, effectivement, je vois que j'ai une limite par le budget et que la visibilité de mes annonces, elle n'est pas optimale. Donc, ma campagne, en fait, dans la réflexion, ma campagne Google Ads, c'est celle qui a le meilleur potentiel de conversion. Donc, je vais du coup lui rapatrier mon budget de façon plus significative par rapport à ma campagne Facebook, puisque c'est elle qui présente les meilleures marges de progression. Donc, voilà un peu en fonction des indicateurs de captation et de conversion, comment je peux piloter mon budget et le répartir entre deux plateformes avec des objectifs stratégiques communs. Deuxième cas, Google Ads cette fois-ci, sur la priorisation des optimisations. Donc là, pour poser simplement le contexte, j'ai une campagne de liens sponsorisés pour un organisme de préparation au concours des écoles de commerce. En termes de conversion, donc ma conversion finale sera le lead, mais je vais placer comme micro-conversion une demande de brochure pour essayer de qualifier l'intérêt au-delà du lead. Ma campagne se compose de 3 groupes d'annonces autour de 3 thématiques distinctes, prépa, exercice et cours, et tous mes groupes d'annonces renvoient vers la même landing page. Au niveau de l'atteinte de mes objectifs, eh bien, en fait, je me rends compte que j'ai un CPA qui est élevé par rapport à mon objectif. Je n'atteins pas mon objectif de lead et globalement, je dépense tout mon budget. Donc, les objectifs ne sont pas atteints. On va aller voir ce qui se passe du côté des indicateurs plateforme pour essayer de comprendre. Là, j'ai la performance de mes 3 groupes d'annonces. Effectivement, je me rends compte que j'ai clairement un groupe d'annonces qui vient cannibaliser mon budget, le groupe d'annonces prépa, qui dépense beaucoup et qui a un taux de clic, un CTR, qui est largement inférieur aux autres groupes. En parallèle, je vois effectivement du côté de la diffusion que mes 3 groupes d'annonces ont une position qui est intéressante, donc ils ont une bonne visibilité. Et si je regarde du côté de la transformation, même si j'ai une même landing page, j'ai des performances complètement différentes. J'ai toujours ce même groupe d'annonces prépa qui a une qualité de trafic qui est bien en deçà des 2 autres groupes, avec un taux de rebond qui est particulièrement élevé et un taux de conversion qui est bien inférieur pour une rentabilité qui n'est pas du tout au rendez-vous. Donc là, en fait, clairement, en comparant mes indicateurs plateforme et analytics, j'arrive clairement à dégager un problème de performance par rapport à ce groupe d'annonces prépa. Donc, sur mes pistes de réflexion, je vois en fait que sur ce groupe d'annonces, j'ai un CTR qui est faible malgré une bonne position. Du coup, qu'est-ce que je vais aller voir pour trouver une piste d'optimisation? Eh bien, mes mots-clés. Est-ce que mes mots-clés sont pertinents par rapport à mon sujet? Si ils sont effectivement pertinents par rapport à mon sujet, je vais aller voir le paramétrage. Sur Google Ads, on a une notion de type de correspondance avec différents modes de ciblage sur des requêtes larges modifiées, expression et exact. En fait, ça va permettre de driver la diffusion sur des termes de recherche qui sont vraiment spécifiques et très précis, ou alors je vais pouvoir diffuser sur des synonymes, une variété un petit peu plus large. Là, effectivement, on peut se rendre compte qu'est-ce qui peut expliquer de telles performances, c'est qu'en fait, mon type de correspondance, il n'est pas adapté. Je cible trop large. Donc, en fait, j'ai une diffusion sur tout un tas de termes qui ne sont pas du tout pertinents pour moi, ce qui fait qu'au final, je vais être certes peut-être plus visible, mais je vais toucher des gens qui ne sont pas du tout dans mon cœur de cible. Donc, en levier d'action, j'adapte mon type de correspondance pour m'assurer d'une diffusion pertinente. Et après, je viens enrichir mes mots-clés achetés
ou alors au contraire venir affiner la diffusion en excluant certains mots-clés par rapport à l'analyse des termes de recherche que peut permettre la plateforme. Donc, on voit qu'à partir de mon CTR faible avec une bonne position, je me rends compte que j'ai des mots-clés, une action qui est possible par rapport à mes mots-clés. Ce que je peux aussi voir comme moyen d'action sur le CTR qui est faible, c'est mes annonces. Est-ce que les annonces que je propose, elles sont personnalisées? Est-ce que le message est en adéquation avec mes mots-clés? Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je rédige de nouvelles annonces, des extensions d'annonces qui sont pertinentes et je viens après faire différents tests AB et comparer les performances. Un cas qu'on rencontre souvent lorsqu'on audite des campagnes sur Facebook Ads qui est en lien avec la structure et qui là revient en fait à vraiment à connaître les subtilités de l'algorithme pour tendre vers de meilleures performances. Mon contexte client, j'audite une campagne Facebook Ads qui a un objectif de génération de leads et de CPA. Je vais suivre ma conversion finale qui est le lead et ma micro-conversion intermédiaire, l'inscription à la newsletter. Tous mes ensembles de publicités, vous voyez que j'ai une structure qui est très segmentée, une campagne, 5 audiences adressées, où il y avait vraiment une volonté de personnaliser le message par rapport aux audiences, mais je renvoie vers la même landing page. Et j'ai un mois de diffusion. On se rend compte ici que mon budget n'est pas du tout consommé. J'ai un CPA qui explose par rapport à l'objectif et mon volume de lead, il est bien en deçà de l'objectif qui était fixé. Donc là, rien ne va. Si on rentre dans le détail de la campagne, en fait, on se rend compte que j'ai des indicateurs de qualité de trafic qui sont, somme toute, plutôt corrects. J'ai mon taux de rebond qui est intéressant, qui reste dans les moyennes. Et j'ai effectivement, par contre, en termes de transformation, des volumes qui sont limités et des coûts d'acquisition qui demeurent élevés. Et là, peu importe finalement l'ensemble des publicités. Là où je vais du coup porter mon attention, c'est surtout sur la captation et sur mes données plateformes. Ce qui met la puce à l'oreille, c'est ma répétition qui est quand même tout de même élevé, parce qu'effectivement, mon internaute peut potentiellement être en contact plus de 5 fois avec ma publicité. Et ce que je vois, c'est que j'ai un volume effectivement de lead qui est inférieur effectivement à 50 conversions par semaine, puisque là, on est sur un global de 67 leads au réel sur Google Analytics. Pour avoir une lecture supplémentaire, on voit aussi que ma performance, elle décroît au fil des jours. Si Lionel, tu veux bien passer sur la… Pardon. Je vais avoir une performance donc, qui n'est pas top et qui en plus va décroître au fur et à mesure de la diffusion de ma campagne sur mon mois. Ça part très bien, j'ai un bon volume d'impression, des leads qui sont au rendez-vous. Et plus on avance, et bien plus effectivement, moins mes campagnes sont diffusées et moins elles transforment. Donc on est vraiment sur quelque chose qui se dégrade. Donc dans mes pistes de réflexion, ce que je vais pouvoir effectivement poser, c'est que je vais avoir la conjugaison de 3 indicateurs. Comme je vous l'ai dit, j'ai une répétition qui est forte, ce qui peut laisser penser que mon audience, en fait, elle est saturée. J'ai un budget prévu qui n'est pas dépensé, c'est-à-dire que mon audience, elle est saturée. Effectivement, en plus, elle est limitée. J'ai une taille, un bassin d'audience qui n'est pas suffisant. Et j'ai un volume de conversion, en action de conversion, qui est inférieur à 50 par semaine. Donc, ce qui fait que ma campagne, elle ne respecte pas les règles de fonctionnement de l'algorithme. Ici, pour ce type de campagne orientée conversion, c'est l'algorithme qui fait le travail par rapport aux données pixels. Mais si en fait, je lui donne pas assez de matière, eh ben, il n'arrive pas à faire son job correctement. Donc, ce qui fait que mes performances, elles sont impactées négativement. Donc là, en action corrective, on peut envisager de regrouper les audiences en un seul ensemble de publicités pour qu'on ait en fait un bassin d'audience qui soit beaucoup plus large avec beaucoup plus de potentiel et me dire pour le nourrir, l'alimenter en conversion, rajouter davantage de micro-conversions pour arriver à atteindre ce volume d'événements de conversion supérieur à 50 par semaine. Et enfin, dernier cas, autour donc, du 3e axe on-site sur les landing pages. Ici, j'audite une campagne Facebook qui a un objectif de génération de vente et de boost de chiffre d'affaires. On est sur un cas e-commerce et j'ai une structure qui est simple, campagne, ensemble de publicités.
Là, encore, sur ce cas, rien ne va non plus. J'ai un CPA qui est largement au-dessus de l'objectif. Je rentre pas dans les clous du côté de mes ventes, donc de chiffre d'affaires, et je dépense tout mon budget. Si on rentre dans le détail de la campagne, ce que je peux voir, c'est que du côté de la captation, tout paraît au vert. J'ai un taux de clic qui est correct, en tout cas qui peut rester effectivement dans les standards à 5%, qui n'est pas alarmant. J'ai une répétition qui est autour de 1. Je dépense mon budget, donc a priori, pas de problème de diffusion. Par contre, clairement, quand on regarde les données de transformation et de qualité de trafic, j'ai un taux de rebond qui est trop élevé quand on atteint ces pourcentages-là, et j'ai un taux de conversion qui est inférieur à 1, donc on est vraiment sur des performances qui sont en deçà de ce qu'on peut attendre. Donc, comment j'organise effectivement ma réflexion? Une captation de trafic qui est bonne. Donc, dans ce cas-là, je vais regarder mes indicateurs de conversion. On n'est pas bon. Donc, effectivement, c'est que la piste d'optimisation, c'est clairement la landing page. Donc, regardez si elle respecte les standards ergonomiques d'optimisation de la conversion. Si ce n'est pas le cas, on remaquette, on restructure les pages et on peut mettre en place un test A/B entre différentes versions de landing. Donc, on a vraiment, en fait, à partir de cette lecture d'indicateurs, une démarche logique sur comment finalement je fais parler mes KPI que je vais regarder dans un contexte global en agrégeant en fait toujours effectivement ces données plateformes et ces données statistiques, analytics, pour avoir une vue globale de la performance. Merci Lucille. On finit pile à l'heure, 1h01. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a déjà 2 questions d'Audrey. Alors, première question. À partir de quel pourcentage pouvons-nous considérer que c'est un bon CTR? J'ai tendance à dire que sur Google Ads, on est vers 4-5%, mais je te laisse compléter, Lucille. Oui, en fait, on ne trouvera pas de chiffre pour vous dire à 100% qu'est-ce qu'un bon CTR. Ça va dépendre effectivement, comme le dit Lionel, des plateformes. Les taux de clics vont être complètement différents entre Google Ads, Facebook, LinkedIn. Ça va dépendre aussi du secteur d'activité, de la concurrence, de mes critères de ciblage. Effectivement, on peut se dire que en dessous de 5%, quand on a un taux de clic qui est autour des inférieur à 1%, on sait d'emblée qu'il y a un souci. Mais on peut tabler sur à partir de 5%. On est sur des niveaux qui peuvent être corrects, mais en tout cas, attention à prendre en compte les données externes de contexte marché et d'objectifs et de structures qui sont mis en place. Effectivement, le taux de clic sur Google Ads en mode search, il est forcément plus élevé parce que quelque part, quelqu'un sollicite la publicité puisqu'il fait une recherche. Un taux de clic sur une campagne Facebook, on est dans un contexte passif, on est sur son mur, on a une publicité. Donc forcément, un taux de clic à 1%, c'est déjà élevé. Tu m'arrêtes, Lucille, c'est déjà élevé quand on est sur Facebook dans un contexte différent. De la même manière qu'entre du search, du display, on va être sur des données complètement différentes. Est-ce qu'il y a intérêt à acheter un même mot-clé avec plusieurs types de ciblage? Alors, on est effectivement sur… Il y a eu l'algorithme, en fait, l'évolution de l'algorithme Google Ads a fait qu'il y a une modification des pratiques. Là où avant, on pouvait avoir une approche hyper segmentée, aujourd'hui, de la même manière que sur le cas qu'on a vu sur Facebook, il faut nourrir cet algorithme et lui apporter de la donnée. Donc, ce qui fait qu'on a un intérêt à, en tout cas, l'alimenter en mots-clés avec plusieurs variations pour qu'il ait de la matière. Concernant effectivement les types de ciblage, je vais en fait pouvoir couvrir des intérêts différents. J'ai envie de dire aussi que ça va dépendre de la connaissance qu'on a des intentions de recherche. Si on est sur une thématique de niche, on a du mal à identifier du potentiel, effectivement, je vais peut-être d'emblée commencer par un ciblage qui va être très simple sur du large modifié pour essayer d'avoir un maximum d'occurrences pour après affiner. Dans la pratique, on peut effectivement acheter un même mot-clé sur plusieurs types de ciblage puisqu'on va remplir, essayer de couvrir des requêtes qui sont différentes et des niveaux de maturité différents.
Merci. Merci Lucille pour ces réponses. D'autres questions? A priori, non. Alors, juste voilà, pour conclure, si le webinaire a été assez riche, on a, je pense, diffusé beaucoup d'informations sur certains sujets, on est peut-être allé un peu vite, mais je vous invite, voilà, vous pouvez déjà nous poser des questions après le webinaire avec l'adresse contact@empirique.fr. Vous pouvez aussi voir d'autres webinaires sur la question de la raréfaction en replay, mais voilà, pour moi, en synthèse, s'il y avait 3 ou 4 informations clés à retenir de ce webinaire, je dirais que le Graal de piloter la performance de ces campagnes avec la donnée, c'est évidemment extrêmement important. Que le grade de l'attribution qui consisterait à avoir une mesure extrêmement fine du ROI par campagne est un vœu pieux, c'est un mirage. Aujourd'hui, parce qu'on a des biais techniques avec ITP, avec les adblocks, avec le RGPD, avec le cross-device, avec les écarts entre les données plateformes. Donc, par rapport à ça, il est nécessaire de réconcilier plusieurs sources de données, les données plateformes, parce qu'elles ont l'avantage d'offrir une vue cross-device, parce que Facebook et Google, notamment, sont capables de fournir cette donnée-là. Mais par contre, c'est une vue faussée, donc il est important de se fier à des données analytics, si possible venant d'un acteur tiers indépendant, autre que Google, sur lequel il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et donc, du coup, il est nécessaire de réconcilier ces différentes sources de données, d'utiliser aussi les micro-conversions, l'approche micro-parcours pour analyser la performance d'une campagne. Et à partir de là, il n'y a pas de recette miracle. On doit être sur une démarche empirique d'analyse de la performance, de mise en œuvre des actions d'optimisation et aussi de boucles itératives. C'est-à-dire que là, quand on vous présente cette piste de réflexion, vous mettez en œuvre les actions d'optimisation. Il est important derrière d'avoir une boucle itérative qui permet de remonter à l'action initiale pour voir s'il y a eu un impact positif ou un impact négatif. Et donc ça, l'expérience le permet, mais on sait aussi qu'on a des spécificités propres à un contexte, un cas d'usage et une plateforme. Donc, il est important d'être sur une démarche permanente, empirique, d'analyse, d'observation, d'apprentissage et d'amélioration des différents modèles. Je vous remercie à tous pour votre attention. Vous allez recevoir par mail le lien vers le replay et également un lien vers un questionnaire de satisfaction que je vous mets également via le chat, si j'arrive à le faire marcher. Voilà. C'est important pour nous que vous puissiez nous donner vos perceptions du webinaire parce qu'on a besoin de progresser. On va continuer les webinaires à la rentrée. Alors, sur un rythme moins intensif, on aura un webinaire par mois. Mais voilà, on cherche évidemment à s'améliorer. On a besoin de vos feedbacks. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, de bonnes vacances. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la rentrée pour de prochains webinaires ou avant par les différents canaux à disposition. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.